Voici la place Taksim et le centre d'art Pyramide est très proche de la place. Maintenant on va marcher en 2 minutes. Voilà la place avec le monument d'Atatürk qui est un symbole de la jeune République turque. Et nous sommes dans le quartier où tous les bars, les cafés, les cinémas, les galeries et les hôtels depuis un certain temps se trouvent. Ça c'est vraiment la Turquie intellectuelle, la Turquie laïque, la Turquie qui s'amuse. Beyoğlu, Pera, İstiklal Caddesi, ce sont les points les plus chauds de la Turquie contemporaine. Et plus loin là-bas, nous avons le centre culturel Atatürk qui est malheureusement fermé depuis 6 ans à cause du gouvernement de l'AKP qui, pour des raisons obscures et complètement injustifiées, a fermé ce centre culturel. Il voulait détruire le centre culturel Atatürk et on s'y est opposé avec grande résistance et ils n'ont pas pu le faire. Et ça, c'est le Gezi Park, le fameux parc qui a créé tous les émeutes en mai et juin 2013. Et c'est là qu'il y avait 1 million de personnes sur la place, sur Gezi, les barricades tout autour. Et c'est à cause de ces émeutes que à peu près, je crois, 7 personnes ont perdu la vie, à peu près une douzaine de personnes ont perdu un œil à cause des bombes de gaz, des gaz lacrymogènes utilisés par la police. Donc maintenant on va marcher vers le centre culturel Pyramide, qui se trouve à gauche, là. On va tourner à droite à partir de là. nous approchons de Ici, nous sommes sur Feridiye Caddesi et on va au numéro 23. Là où mon chien Léo se trouve. Et Youssouf. Top. Voilà le bâtiment. On va jeter un coup d'œil sur le côté. Mavi tabela. Ce centre d'art existe depuis 2007. Je l'ai créé depuis 2007. Il y a à peu près 7 à 8 expositions par an. Et on travaille en général à peu près avec une douzaine d'artistes. Et ici aussi, il y a des colloques, on montre des films, on fait des discussions. Et souvent des discussions qui ne peuvent pas être faites dans les centres culturels d'art qui appartiennent à des banques ou à des grandes compagnies, des grandes sociétés à cause de la censure. Par exemple, des sujets ou des expositions qui touchent la politique ou l'érotisme. Vous ne pouvez pas facilement les faire, ou peut-être pas, même pas du tout, dans les salles
d'exposition ou les centres culturels qui appartiennent aux institutions financières ou aux grandes corporations. Bon, maintenant, on va rentrer au centre culturel. Pyramide. Aynen devam. Bon, le décor évidemment est très spécial. C'est très pop, c'est très international. Donc on vous fait visiter. On vous fait visiter l'étage d'abord de café et du shop Popa et de livres, la librairie. Kaç yılında başladın sen? Hadi canım. O kadar. Sonra? Sonra denizi bıraktım, Moskova'ya gittim, 4 yıl orada yaşadım. Sonra geldim, ajansda. Aynen. Là, on rentre à la galerie Extra Place. La galerie Extra Place a des artistes, des exemplaires, des œuvres exemplaires des artistes que nous exposons. Ça, c'est Brigitte Bardot, vu par un de nos artistes, Barry Gage. J'adore cette peinture. Et là, à gauche, nous avons du même artiste, Barry Gage, Marilyn Monroe. Après l'expo que vous allez voir en haut sur Kennedy, on va exposer Koray Alkaya, un photographe qui fait aussi photographie artistique aussi bien que photographie de mode et commerciale. J'aime bien celui-là. Mehmet Yılmaz travaille sur les séries de peintures jumelles. Quand on regarde par exemple ces chiens, à gauche nous avons la photo et à droite une peinture réaliste. Pas exactement la même image, mais une image jumelle. Et donc c'est fait avec une photo à gauche, une impression digitale, et à droite c'est fait avec un pinceau. Il est là pour dire que la photographie et la peinture c'est la même chose. Alors voilà Jean-Paul Belmondo, après Brigitte Bardot, il faut dire qu'il y a assez de culture française ici, par un artiste qui s'appelle Mustafa Kariad, qui a aussi fait Jane ici. Deniz Göktuğman. Deniz Göktuğman, un artiste pop qui fait des phrases entières avec ses lettres éparpillées à droite à gauche. Qui d'autre il reste? Genco Gülan ici. Genco Gülan qui utilise comme palette son iPad, et ça c'est le travail où il a fait son autoportrait comme le peintre classique Zonaro. Et ça c'est un peintre qui a un peu de ma génération, qui vit moitié en Turquie, moitié à New York, Ali Akbadjoğlu. Voilà, maintenant on peut monter à l'expo Kennedy.
Là, on va voyager dans le temps et dans l'espace. On va aller en 1963 Dallas. Mon cher père, Dr Subi Baikam, qu'on a perdu en 1996, le nom de sa biographie, ce qu'il aimait le plus, c'était le soleil. C'était vraiment un homme du soleil, de la révolution, du Sud, un précurseur de plusieurs idées politiques, un ancien député du Parti républicain du peuple, hein. C'est le parti principal social-démocrate créé par Atatürk. Il me manque beaucoup, évidemment. Ça, c'est les publications qui ont paru sur mon exposition Kennedy depuis que c'est exposé à Istanbul. Donc ça, c'est le dernier jour, ça fait 2 mois. Et ça, c'est les journaux publiés en Turquie et aux États-Unis le 22, 23, 24, 25 novembre 1963. Le jour de la visite de Kennedy à Dallas et les 2-3 jours qui ont suivi avec l'assassinat du 22 novembre et l'assassinat de Oswald le 24 novembre et comment ça a été reflété dans la presse turque et américaine. Ça, c'est la scène principale de l'assassinat. On sait que la voiture est venue par Main Street, a fait une petite portion de Houston et a tourné à gauche 120 degrés sur Elm Street. Et tout ce que les Américains continuent à dire, c'est que Oswald a tiré d'ici, du 6e étage, à droite, seulement 3 coups de fusil dans cette direction. Sur les 6 à 8 secondes, ça dépend de votre interprétation, à la voiture qui descendait le chemin. Donc, alors que notre logique dit que quelqu'un qui tire sur une voiture qui s'approche et sur un potentiel victime a tout intérêt de tirer de 20 mètres à
à un victime qui s'approcherait directement. Il peut l'avoir sur le front et le sujet s'approche. Alors que là, le sujet s'éloigne. Donc moi je dis que pourquoi il a tiré de là, enfin il ou quelqu'un d'autre, moi je ne dis pas que c'est forcément Oswald, ou même je ne crois pas que c'est Oswald, en tirant de là et de là, à partir du Grassy Knoll, comme c'est appelé internationalement, ils ont pris Kennedy sur une fusillade croisée. Et ici, c'est Umbrella Man, qui, dans le film de Zapruder, on voit vraiment le parapluie qui bouge, l'homme à la parapluie, Umbrella Man, comme il est appelé, qui donne peut-être le signal pour qu'on tire simultanément sur la voiture de Kennedy. Et on sait que souvent on a cru que Madame Kennedy, Jackie, avait peur et c'est pourquoi elle essayait de s'éloigner de la voiture alors qu'elle essayait de prendre les morceaux, elle essayait de prendre les morceaux du cerveau et du crâne de Kennedy qui était parti sur l'arrière, sur le coffre de la voiture, et l'agent secret Clint Hill, qui était l'agent qui protégeait Jackie, a couru derrière jusqu'à la voiture. Il avait 2-3 secondes de retard, sinon il aurait pu sauver la vie de Kennedy. Et Clint Hill était le seul agent qui n'est pas le seul agent qui ne soit pas allé boire jusqu'à 5 h du matin ce jour-là à Fort Worth, alors que tous les autres agents ont bu dans une taverne qui s'appelait The Cellar. Après que les coups de fusil ont éclaté, la plupart des gens ont couru vers le Grassy Knoll et que à peu près le tiers ou le quart des gens ont couru vers le bâtiment. Et ici, il y avait un agent de police et un agent secret qui ont dit non, vous n'avez pas le droit de venir ici, barrez-vous, partez, ici c'est l'endroit protégé, etc. Donc un flic est rentré dans le bâtiment, il a trouvé Oswald au 2e étage et qui buvait tranquillement son coke. Il a dit qui c'est celui-là, il travaille ici, le directeur du bâtiment Roy Truman lui a dit ça. Eux ils sont montés, Oswald est descendu, il a pris le bus, après il a pris un taxi, il est parti chez lui, enfin dans la chambre qu'il louait auprès d'une femme américaine. Après il a pris son revolver, il est parti en direction de Jefferson Boulevard. Après on le retrouve dans un cinéma où il est dénoncé par un directeur de magasin de chaussures parce qu'il tournait son dos aux voitures de police qui passaient et qu'il est rentré en sevette dans le cinéma sans prendre son billet. Alors ils l'ont dénoncé, ils l'ont arrêté dans le movie theater qui s'appelait Texas Theater. Et Oswald, sur le chemin qu'il a parcouru à pied entre son domicile et Jefferson Boulevard, il y a un flic typique qui a été tué, un agent de police, qui est descendu de sa voiture, qui demandait soi-disant l'identité de quelqu'un. Il a été tué par Monsieur X. Les officiels américains disent que c'était Oswald également, alors que il y a des témoins qui disent le contraire. La situation est grise encore. Il y en a un qui dit que c'était un gros plus court. Il y a un autre qui dit un autre témoin qui dit que non, il y avait 2 personnes qui sont sauvées après le meurtre, etc. On ne sait pas si c'est Oswald, mais d'abord il est arrêté dans le cinéma pour avoir tué Tippit. Par contre, ici, ils ont vu que tout le monde était là dans le bâtiment Texas School Book Depository. Qui manque? Oswald manque. Alors ils sont partis chez lui à son adresse de domicile
fixe qui était enregistré avec sa femme et ses 2 enfants qui vivaient à 17 km à Irving chez Madame Ruth Payne. Et les flics débarquent, ils disent votre mari, est-ce qu'il a un fusil, un revolver? Sa femme qui dit oui, il a un fusil. Ils descendent dans le garage, ils regardent, le fusil n'est plus là où il devait être dans la couverture dans laquelle il était enroulé. Donc les flics retournent à la station de police, ils disent on cherche un certain Oswald, il a disparu avec son flic, alors que les flics au centre Dallas de la police, ils disent non, vous n'allez pas le chercher, Oswald est là, on l'a déjà arrêté pour autre chose. Par contre, le fusil est là, ils ont retrouvé un fusil. Alors, le fusil d'abord, ils disent qu'ils ont trouvé un fusil, ils le disent à la presse directement, que c'est un Mauser. Ils disent qu'ils ont retrouvé un Mauser 7.65, ce qui est un fusil allemand. Par contre, l'après-midi, à partir de la fin d'après-midi, où ils vont voir que Oswald avait commandé un fusil sous le nom de Alec Liddell par poste et que c'était un Mannlicher Carcano, à partir de ce moment-là, ils vont dire non, le fusil qui a été trouvé, c'est un Mannlicher Carcano, c'est pas allemand, c'est italien, c'est pas 7,65, c'est 6,5. Alors on se demande, est-ce que hier vous ne saviez pas lire la marque du fusil? Non, c'est dur à avaler. Oswald, qui est-ce? Il a eu une enfance très dure, son père est mort avant qu'il soit né, sa mère l'a élevé avec ses 2 frères d'une manière très difficile. À 18 ans, il veut devenir un Marines américain, 18 ans et demi, il part 2 ans et demi à Atsugi, qui est une base navale au Japon. Il va commencer à avoir des relations avec la CIA, et il va commencer à apprendre le russe aussi, par des consommatrices ou des femmes légères russes et japonaises. Et Oswald aime bien les femmes, il est silencieux, il n'a pas beaucoup d'amis, surtout il n'a pas beaucoup d'amis mâles aussi. Et Oswald, après 2 ans et demi passés dans les Marines, il a certains heurts avec certains camarades dans les Marines. Et d'ailleurs, il lit sa littérature marxiste, il lit ses livres et ses revues marxistes, et on l'appelle Kamrad Oswaldskovich pour se moquer de lui, parce qu'il ne cache pas qu'il est marxiste. Alors, au milieu de la guerre froide, comment on appelle ça, un Marines qui soit marxiste, c'est pas très évident. En tout cas, après 2 ans et demi, il dit je veux arrêter et je veux partir en Russie. Il part en Russie, on ne sait pas où il trouve l'argent, est-ce que c'est la CIA qui l'envoie, je ne sais pas. Il part en Russie et d'abord il laisse son passeport américain au consulat américain et il dit je vais donner tous les secrets des avions ou d'eux aux Russes et je me débarrasse de mon passeport, je vais devenir russe, je vais rester ici, etc. Alors, le consulat américain est en panique, Oswald qui est obligé d'essayer même un vrai suicide pour se faire accepter par les Russes, finit par réussir. Bon, il va rester 2 ans et demi. Les Russes vont suivre chacun de ses pas. Ils vont même l'écouter chez lui avec donc tout ce que Oswald parle avec ses petites amies, etc. Nous l'avons sous registre. Et ils prennent même les notes sur même le type de gâteau qu'ils mangent. Tout est enregistré. Et Oswald, après 2 ans et demi, après qu'il s'est marié avec une Russe, Marina, il a fait 2 enfants, il dit « Je veux retourner aux États-Unis » au milieu de la guerre froide. C'est très bizarre. Comment il réussit à convaincre les Russes
à dire qu'il va retourner aux États-Unis et comment il réussit à convaincre les Américains qu'il va revenir. Peut-être qu'il dit aux Russes, je vais partir, mais je vais donner des informations au KGB, je vais continuer à travailler pour vous. Peut-être aux Américains, il dit, les Russes croient que je vais travailler pour eux et la KGB, alors que moi, je vais dire à la CIA tous leurs secrets. Bon, quelle est l'origine de cette histoire de double agent, triple agent que Oswald veut jouer tout le temps? Dans les années 50, Oswald a regardé 117 épisodes d'un feuilleton qui s'appelle I Led Three Lives. J'ai vécu 3 vies différentes de l'agent de FBI, sur l'agent de FBI Herbert Philbrick, qui est un agent de la FBI, un membre du Parti communiste et aussi un businessman, donc qui menait une triple vie. Et Oswald, vraiment, lui, il a été vraiment affecté par cet épisode-là. Sur cette peinture, nous voyons dans l'écran de télévision le feuilleton I Led Three Lives, et qui a vraiment eu une très grande influence sur Oswald, et même qui a fini par peut-être déséquilibrer l'histoire du monde avec cet assassinat. Qui sait, peut-être que la responsabilité du feuilleton est même plus grande qu'on ne le croit. Voilà, tout à l'heure, quand on a regardé la scène de l'assassinat, il faut dire que là où je me suis placé, c'était sur le pédestal, sur lequel, à partir duquel le couturier Abraham Zapruder a filmé son fameux film sur l'assassinat de Kennedy, 15 secondes qui valent de l'or. Et après, ici, nous regardons la scène sous l'angle vu par Orville Nix. Sans dire que, voilà, parmi les 3 potentiels candidats qui ont peut-être tiré du Grassy Knoll, on peut voir Frank Sturgis, qui a un caractère vraiment gris foncé de l'histoire récente américaine, avec son nom immixé à Grassy Knoll aussi bien qu'à Watergate. Jean Soutre, un mercenaire, un hitman français qui était à Dallas ce jour-ci. Qu'est-ce qu'il faisait à Dallas? On ne le sait pas. L'un des 3 Tramps and Hobos qui a été arrêté derrière le Grassy Knoll ce jour-là, mais après que tout a été axé sur Oswald, on les a relâchés sans même prendre leur nom, ce qui est incompréhensible si vous voulez analyser l'histoire logiquement. Enfin, revenons ici, ça c'est la scène vue par l'optique et l'angle de Abraham Zapruder, ici le Grassy Knoll. Voilà, on a fait une parodie du Grassy Knoll dans cette installation. Ici, j'ai fait refaire les mêmes cartons de livres à partir desquels le Sniper's Nest a été formé, et Oswald ou un autre, moi je dirais plutôt que c'est un autre, a tiré à partir d'ici, du 6e étage, dans cette direction, vers Elm Street pour la voiture qui s'éloignait, et ils l'ont pris en feu croisé. Faut retenir qu'il y a à peu près 3 témoins qui ont vu 2 personnes. 3 témoins qui ont vu 2 personnes au 6e étage, et plusieurs autres témoins qui ont vu une personne. Ce qui ne veut rien dire, même s'il y avait 2 personnes, et certains gens ont pu voir peut-être une personne parce que l'autre était trop en arrière. Alors moi je dis que peut-être qu'ils ont vraiment trouvé d'abord un Mauser, et après le Mannlicher Carcano, mais après ils ont dit qu'ils ont trouvé seulement le Mannlicher Carcano parce qu'ils voulaient mettre tout le paquet sur Oswald et seulement sur un seul tueur, un fou, un petit communiste sorti du contrôle qui a voulu tuer son président pour se faire remarquer. Voilà, et on ferme le dossier, affaire conclue, point final. Voilà, ils ont voulu peut-être faire marcher ce scénario au lieu de cacher les vérités. Moi je dis que peut-être ils ont tiré avec 2 fusils dans cette direction. Peut-être que Oswald a seulement
amené le fusil à la personne qui a tiré à partir du 6e étage, alors que lui, vraiment, il attendait au 2e étage. Parce qu'il y a même des gens qui l'ont vu 5 minutes seulement avant l'arrivée de la voiture du président, qui avait déjà 10 minutes de retard. Alors s'il allait se placer au 6e étage pour tirer sur le président, il aurait été déjà très en retard. Donc revenons sur cet angle. Donc ça c'est une installation avec ici le film dans lequel je raconte le cas Kennedy et l'assassinat en 9h45 minutes. Il faut de la patience. Aujourd'hui, je ne vais pas vous le demander. On ne va pas rentrer autant dans les détails, mais on avance. Alors ici, avec la musique thématique de James Bond, voilà la vue du 6e étage. Normalement, il est interdit de prendre des photos à partir du 6e étage, à partir de la fenêtre de Oswald. Moi, j'ai réussi à prendre cette photo en 1995, alors que c'était interdit. Je ne me rappelle pas comment je l'ai fait, ne me le demandez pas. Mais rappelez-vous seulement que, donc voilà, ça c'est l'angle du tireur du Grassy Knoll, et ça c'est l'angle du tireur du 6e étage du Texas School Book Depository. Retenez aussi qu'une balle tirée par cette fenêtre a raté la voiture et a dévié à partir du trottoir ici en allant faire une égratignure sur la joue de Monsieur James Stagg qui était ici sous le pont Triple Underpass comme il l'appelle, alors qu'il était descendu de sa voiture pour regarder le président passer, alors qu'il était seulement venu ce jour-là parce qu'il devait prendre son déjeuner avec sa petite amie. Alors ce petit monsieur James Stagg, dont on va parler tout à l'heure, va nous prouver qu'il s'agissait d'un complot et non d'un tireur fou et solitaire. Avançons. Voilà, avançons. On vient ici, voilà une scène paisible, super, très calme. Nous avons des enfants qui jouent dans un parc, comme c'est beau, comme c'est mignon. Alors, qui sont ces enfants? Oswald. Ici, on a Oswald. Ici, on a JFK. Ici, on a son frère Joseph Patrick. Ici, on a Martin Luther King. Ici, on a Berenice, la fille de Martin Luther King. Ici, nous avons le petit Che Guevara. Ça, Caroline et John, la fille et le fils de John. Ici, nous avons Marilyn Monroe, s'il vous plaît. Et ici, nous avons Marina Oswald, la future femme russe du petit Oswald. Ici, on a Jackie Kennedy avec son petit chien. Et ici, on a le petit Bédri qui suit la scène de près, alors que j'avais 6 ans, et je suis l'affaire Kennedy depuis que c'est arrivé en 63, alors que j'avais 6 ans. Alors, à quoi joue Oswald? Là, c'est une voiture décapotable qui nous fait penser à la limousine de Kennedy. Les flics dans leur motorcycle. Le fusil de Oswald, la petite maison en jouet qui nous fait penser au Texas School Book Depository. Voilà, tous les éléments de l'assassinat sont déjà là. Ici, on avance vers une voile. Monsieur le Président, à partir de... Vous ne pouvez plus dire que Dallas ne vous aime pas. Kennedy était assis ici. Et donc, à côté de lui, il y avait Jackie, et devant Jackie, il y avait Madame Connolly, alors que ici, il y avait Monsieur Connolly, et Madame Connolly se tourne vers Kennedy en disant, voilà, Monsieur Kennedy, avec ces 200 000 personnes, voilà, qui sont là pour applaudir, elle se tourne et elle dit, regardez, Monsieur Kennedy, vous ne pouvez pas dire que Dallas ne vous aime pas. Alors, Kennedy dit, oui, sûrement pas, sûrement on ne peut pas le dire. 10 secondes après,
les coups de balle commencent à pleuvoir. Et donc ça va être la dernière phrase que Kennedy a entendue. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas dire que Dallas ne vous aime pas. Mr. President, you can't say that Dallas doesn't love you. Ici, nous avons tous les noms, enfin à peu près tous les noms, parce que je pourrais dire qu'il y en a même le double. Les noms auxquels on pense quand on parle de cette affaire d'assassinat. Voilà, Hans Zapruder qui a pris le film, Oscar Huber qui est le prêtre qui a récité la dernière prière pour Kennedy à l'hôpital Parkland. Dr. James Humes, qui a dirigé l'autopsie plus tard dans la soirée à l'hôpital militaire de Bethesda à Washington. Robert E. Sterling, qui après plusieurs années a avoué qu'il faisait partie de l'équipe qui a tué Kennedy, mais évidemment le FBI a refusé en disant que parce que pour le FBI, tout ce qui ne mène pas à Oswald n'est pas valable. Et ici, nous avons Rose Jeremy, une consommatrice qui avait balancé d'une voiture sur l'autoroute et qui, à l'hôpital, n'arrêtait pas de dire « Oui, ces gens-là sont très mauvais, ils vont à Dallas, ils vont tuer Kennedy ». Personne ne la croyait, alors que après une journée et demie, quand l'assassinat est arrivé, le shérif Roger Craig a appelé le centre de police de Dallas en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut suivre cette piste. Il y a cette femme qui n'arrêtait pas de dire que maintenant ils vont tuer Kennedy. » Alors, réponse de la police de Dallas, non, il n'y a rien à suivre parce que nous avons déjà Oswald, ça nous suffit. Voilà. Ici, encore plusieurs noms. William Greer, par exemple, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. William Greer, c'est la personne qui dirige la voiture de Kennedy. Alors, 8 secondes entre le premier coup de feu et le dernier qui a détruit le crâne de Kennedy, regardez combien c'est 8 secondes. 8 secondes, c'est bien long. Alors, l'agent qui dirige la voiture, William Greer, n'a pas du tout accéléré. Il n'a pas du tout accéléré et c'est à cause de ça, moi je dis que Kennedy est mort et je suis très très sceptique de l'honnêteté de William Greer qui dirige la voiture et même de Roy Kellerman à sa droite qui est l'agent de protection principal de Kennedy. Enfin, aussi il y a le Umbrella Man. Alors, The Bagman c'est le plus drôle parce que nous sommes dans la période de la guerre froide, alors on ne sait pas qui va déclencher une guerre nucléaire, si c'est l'Amérique ou les États-Unis, mais l'Amérique doit être toujours sur ses pieds. Et si jamais il y a une attaque faite par les Russes, ils sont obligés d'avoir toujours ce bag, cette petite espèce de cartable ou de sac à la James Bond que le président doit tout de suite pouvoir ouvrir pour rentrer les codes nucléaires pour riposter contre une attaque nucléaire. Donc le Bagman, même si le président va faire une escapade avec Marilyn Monroe, même s'il va manger son dindon avec sa famille à Christmas, ou même s'il va recevoir un autre président à l'Oval Office, le Bagman doit être toujours à 15 secondes, à 20 secondes du président. Et il est toujours là parce qu'à tout moment, le président doit pouvoir riposter contre une attaque. Ben, ce jour-là, d'ailleurs, après que le président des États-Unis a été assassiné, pendant plusieurs heures, il n'y avait plus de président, il n'y avait plus de Bagman, et l'Amérique n'avait plus
obtenu cette protection contre une éventuelle attaque nucléaire. Who are you, Lee? Who are you? Are you KGB? Are you FBI? Are you Marxist-Leninist? Are you anti-Castro? Are you a lone nut? Are you CIA? Voilà la question. Voilà la question posée. Qui es-tu, Oswald? À quelle organisation appartiens-tu? Es-tu à droite? Es-tu à gauche? Ou bien est-ce que tu veux seulement être au centre de l'action et de la crise entre l'Est et l'Ouest, entre le capitalisme et le communisme? Est-ce que tu veux être au milieu de la tension et c'est tout? Voilà la scène où 2 jours plus tard, Jack Ruby est en train d'assassiner Oswald alors qu'il va être transféré du centre de police de Dallas au County Jail qui est seulement à peu près un demi-kilomètre ou moins d'un kilomètre de là-bas. Et Ruby, il a un club qui s'appelle le Club Carousel. Il a un club qui s'appelle le Club Carousel. Normalement, il est entouré de belles filles, de stripteaseuses qui travaillent pour lui. Et il y a des bureaucrates, des flics, la mafia, et même peut-être Oswald, qui n'arrête pas de venir. Il a plusieurs clients, il a des grands businessmen, il a des grands noms, des grands chefs de flics. Tout le monde est là. Il mène un peu la belle vie, mais il doit un peu, on pense qu'il a une dette importante envers la mafia et la connexion, peut-être FBI-mafia, lui a donné ce job de faire le silence éternel sur Oswald. Sinon, pourquoi il arrêterait de cette manière sa vie? Alors, on dit que Ruby a téléphoné le soir même au centre de police de Dallas, pour dire que, écoutez ici, arrêtez ce transfert de Oswald parce qu'il y aura un attentat sur sa vie. Donc il s'est dénoncé un peu lui-même. Pourquoi? Parce que après il aurait pu dire à celui qui lui a donné ce job en disant mais voilà je suis allé mais personne n'est venu, c'est pas ma faute, c'est pourquoi j'ai pas pu tuer Oswald. Mais donc le flic qui a reconnu plus tard la voix de Ruby, il a dit clairement que c'était lui qui avait appelé, ce qui ne nous étonne pas. D'abord il dit qu'il a tué Oswald pour éviter que Madame Kennedy soit obligée de venir à Dallas pour participer à ce procès à ce procès affreux. Alors que plus tard, il a dit à la commission Warren qui a été créée par Johnson et avec l'aide entre guillemets de Hoover et sous le contrôle de Hoover qui dirigeait la FBI. Il a dit, voilà, je vais vous dire toutes les vérités, qui je suis, pourquoi j'ai tué Oswald, qui est Oswald, je vais vous dire tous les secrets de l'assassinat Kennedy, mais pas à Dallas, parce que sinon ils vont me tuer. Donc il faut que je vous dise ça à Washington DC. Transférez-moi à Washington. Qu'est-ce que Warren lui a répondu, le chef de la commission Warren Commission, Earl Warren? Il a dit, excuse-moi Jack Ruby, on peut pas faire ça parce que on n'a pas les fonds nécessaires pour te faire voyager à Washington et en plus on peut pas assurer ta protection non plus. C'est triste et incroyable, non? L'Amérique dit que elle n'a pas les moyens de financer le transport de l'homme qui va dire les vérités sur l'assassinat de Kennedy. Il n'avait pas un billet d'avion, les pauvres. Pourquoi? Parce que, en vérité, la commission Warren n'a pas été créée pour déchiffrer l'affaire Kennedy, elle a été créée pour mettre de la terre sur l'affaire Kennedy, pour enterrer l'affaire Kennedy, et ils ont voulu être sûrs que toutes les preuves allaient être centralisées dans les mains de FBI et de Hoover, et que personne d'autre n'allait mener une investigation indépendante. Là, on arrive vers
un peu, ça c'est le jeu des adultes. Là c'était le jeu des enfants, là c'était le jeu des enfants, et ici c'est le jeu des adultes dans un casino, et ici on a Johnson qui est avec Hoover, qui fait une paire avec Hoover, et ici on a JFK qui est devant Robert Kennedy, qui, bon, soi-disant c'était lui le vice-président Johnson, mais au fait, il était là seulement pour la forme. Donc Kennedy l'envoyait à des voyages qui n'avaient aucun sens, ou l'envoyait recevoir des associations ou des soirées pour des collectes d'argent, alors qu'il partageait le pouvoir et ses décisions, surtout avec son frère Robert Kennedy et ses amis comme Kenneth O'Donnell et Dave Powers. Mais là, donc, c'est les hommes good guys comme JFK et Robert contre les bad guys comme Johnson et Hoover, qui s'entendaient très bien, et tous les deux savaient que si Kennedy gagnait encore son mandat en 1964, il n'allait plus exister politiquement. Johnson et Hoover. Hoover, qui dirigeait le FBI depuis 39 ans, détestait les Kennedy, qui le détestait également. On savait que Kennedy allait prendre Hoover de la tête du FBI, et on savait aussi qu'il n'allait plus continuer avec Johnson. Donc tous les deux avaient intérêt à agir pour se débarrasser de Kennedy avant que Kennedy se débarrasse d'eux. Ici dans la scène, nous avons James Bond, Fidel Castro et Che, Frank Sinatra, loin derrière Oswald avec sa femme Marina, ici auprès de Kennedy, sa belle maîtresse, évidemment Marilyn Monroe, et une de ses maîtresses un peu moins connues, Angie Dickinson, à côté de toutes les stagiaires et toutes les autres belles femmes qui l'entourent. Il faut dire que c'était un sacré donjon, comme vous le savez mieux que moi. Ici à gauche, on a au piano Elvis Presley, s'il vous plaît, alors qu'à droite d'Elvis Presley, nous avons Nikita Khrouchtchev qui bavarde avec Jackie. Alors qu'une scène avec les nuages ténébreuses de El Greco, avec l'aigle américain, le jaguar qui pénètre dans la salle et les oiseaux de Hitchcock, voilà, on sent la tension monter et on sent que les good guys vont perdre le poker sur table avec cette tension qui monte contre les bad guys, et malheureusement les jeux sont faits, les dés sont déjà lancés, et la fin approche pour JFK. Parmi les noms sur cette toile, je n'ai pas cité le nom de Allen Dulles, que Kennedy a enlevé de la tête de la CIA, aussi bien que Charles Cable. Et donc Kennedy a été très énervé par la CIA en général, parce que la CIA faisait plusieurs coups, même sans prendre l'opinion du président. Il tuait des présidents à l'étranger, il préparait des coups d'État, soi-disant tout ça pour le bien des États-Unis. Alors Kennedy en avait ras-le-bol, et il disait, voilà, et si vous continuez comme ça, la CIA, je vais vous éclater en 1000 morceaux, et vos débris, je vais les lancer au vent. Voilà la relation bizarre déjà de Kennedy avec la CIA, surtout après ce que je vais vous raconter là sur Bay of the Pigs, sur la baie des cochons. Les 1150 journées que Kennedy a passées au pouvoir, il a eu 2 grandes crises autour de Cuba. Ici, on le voit en duel avec Nikita Khrouchtchev sur la baie des cochons. Et ici, ça résume la situation.
C'est un tableau qui résume la crise de la baie des Cochons, le débarquement qui a fini en fiasco, et aussi la crise des missiles nucléaires cubains qui est arrivée 1 an et demi plus tard. Donc la baie des Cochons était un débarquement des Cubains anticastristes aidés par la CIA. Donc c'était un projet de la période de Eisenhower. Et Kennedy, c'était pas un projet Kennedy, il a hérité ce projet. Et seulement 3 mois après qu'il a pris le pouvoir en janvier 61, en avril 61, le jour du débarquement, Kennedy se voit un peu dans ce fait accompli, alors que c'est une catastrophe pour le débarquement entre guillemets américain, parce que Castro et Che et tous les Cubains, ils sont là pour vraiment se débarrasser facilement de l'intrus, alors qu'ici on fait une référence à la toile de Géricault, le radeau de la Méduse, aussi bien qu'aux travaux de l'artiste russe Surikov, pour voir la toile s'appelle La conquête de la Sibérie de Yernast. Donc à partir de ces 2 toiles, on voit un peu le mauvais sort subi par les attaquants de la baie des Cochons, qui se sont vus vraiment soit être liquidés, soit être faits prisonniers, etc. Alors ils ont espéré après que Kennedy envoie sa flotte américaine, ses avions, etc. Pour les débarrasser de cette situation, mais Kennedy n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que Kennedy ne voulait pas rentrer dans une guerre contre Cuba et la Russie, juste parce que, alors que lui il cherchait la paix, à cause d'un projet qui ne lui appartenait pas, il ne voulait pas provoquer une guerre du monde. Il a dit voilà, si c'est un fiasco, vous l'écrivez à mon compte, mais je ne vais pas bouger. Alors évidemment, les anticastristes les cubains et les extrêmes droites américains, déjà à partir de là, lui en voulaient à mort. Et si vous vous rappelez du film JFK de Oliver Stone, ici donc les gens qui ont marqué ce film et le procès mené par Jim Garrison, le procureur général de New Orleans, contre Clay Shaw, David Ferrie, Guy Bannister et Oswald. Donc, qui étaient aussi en relation avec ces noms sinistres. Deuxième chose, après 1 an et demi après, l'Amérique voit sur les photos des avions de reconnaissance des missiles nucléaires au Cuba dirigés contre eux, contre les États-Unis. Tout de suite, ils disent aux Cubains et aux Russes que ça c'est une grande crise qui va provoquer une guerre. Ils donnent un ultimatum d'enlever tout de suite les missiles, alors que la Russie dit d'abord toi tu as intérêt à enlever tes missiles nucléaires dirigés contre la Russie en Turquie. Alors pendant 2 semaines c'est la grande crise où on se rappelle très bien que le monde vit au jour le jour en risquant une guerre nucléaire à tout moment qui peut amener des millions de morts, voire des centaines de millions de morts, et le monde ne sait plus comment dormir, et chacun vit en alarme contre une situation très risquée, etc. Alors que les marchandages et les pourparlers entre les Russes et les Américains mènent à des dialogues très intenses, très dangereux, et à chaque moment on passe à côté de toucher le bouton nucléaire, et finalement tout est bien qui finit bien. Et Khrouchtchev et Kennedy, à la fin du duel, finissent par s'entendre et font la paix, signée par eux et par Outante, le secrétaire général des Nations Unies. Donc ça se passe le 28 octobre.
et non seulement ça, 9 mois après, les États-Unis et la Russie signent, même une entente pour ne plus faire de tests nucléaires ni en Sibérie, ni dans le Pacifique. Alors tout le monde est content, les Nations Unies sont contents, les maires sont contents, les peuples sont contents, les peuples du monde entier se sont contents. Qui n'est pas content? Le Pentagone n'est pas content. Et l'industrie des armes qui se développe aux États-Unis n'est pas content non plus, parce que pour eux, pour justifier de toutes ces grandes dépenses qui continuent à augmenter, et cette industrie qui se développe énormément depuis 10-15 ans, surtout après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il faut justifier tout ça, et il faut vraiment qu'il y ait un communist bastard, comme il l'appelle. La période McCarthy des années 50 vient tout juste de passer, mais quand même il faut garder le danger là, il faut garder le danger soviétique communiste à 2 pas, il ne faut pas l'oublier, il faut que la peur soit là, il faut même que la paranoïa soit là pour qu'on investisse bien dans les armes. Et d'ailleurs, Eisenhower avait averti Kennedy sur le Military Industrial Complex alors qu'il lui donnait le pouvoir en janvier 61, dans le speech qu'il a fait lors de l'inauguration de Kennedy. Et il a dit: fais gaffe, parce que, bon, c'est bien d'avoir son industrie d'armes, mais il ne faut pas oublier nos valeurs américaines de liberté, de démocratie, etc. Et il ne faut pas se faire avaler par ce Military Industrial Complex. Ce qui, justement, commençait un peu à arriver, parce que ni le Pentagone, qui ne voyait pas comment ce jeune Irish président commençait à leur donner des ordres pour avoir un Pentagone qui serait dirigé par des civils et qui s'orienterait bien plus vers la paix, en réchauffant cette guerre froide d'une manière un peu sympathique pour le monde entier, mais très fort antipathique pour eux et pour l'industrie. Alors, en plus, quand Kennedy a commencé à parler de sortir du Vietnam en janvier 65, ça c'était un peu trop. C'était un peu trop, et donc, récapitulons. Kennedy est comme ça avec la FBI. Il est contre Hoover et tous ces hommes, et eux, ils sont prêts à le, comme on dit en turc, ils sont prêts à le noyer dans un verre d'eau. Après, il est comme ça avec la CIA. Il dit arrêtez un peu votre indépendance et toutes vos actions à droite à gauche qui sèment un peu la zizanie, la mort et les coups d'État dans tous ces pays. On ne veut pas ça, sinon je vais me débarrasser de vous. Avec la Pentagone, c'est pareil. Avec l'industrie des armes, c'est pareil. Kennedy amène l'égalité des Blancs et des Noirs, donc les Ku Klux Klan le détestent, le John Birch Society le déteste, donc il est comme ça avec l'Amérique conservatrice, etc. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, il est aussi en grand conflit avec Israël, parce qu'il ne veut pas que Israël amène le danger de la guerre nucléaire dans le Moyen-Orient. Et alors que Ben Gurion veut le faire, et Kennedy s'y oppose véhément, Ben Gurion lui écrit des lettres en disant « Écoute-moi jeune homme, ça ne va pas se passer comme ça », etc. Et ça chauffe, mais par contre Kennedy refuse l'accès d'Israël à l'arme nucléaire. Ce qui fait que, évidemment, les lobbies juifs des États-Unis ne sont pas contents, et c'est pas tout, parce que le Federal Reserve Bank et leur droit d'imprimer des dollars, et en passant par la famille Rothschild qui domine le Federal Reserve Bank, Kennedy l'annule pour donner ce droit au Trésor américain. Alors ça c'est vraiment, comme on dit en turc encore, la goutte qui fait déborder cette fois-ci le verre. Et évidemment, quand vous avez la CIA, Pentagone, FBI, Federal Reserve Bank
Ku Klux Klan, John Birch Society, le lobby juif, la presse du lobby juif, etc., etc., c'est un peu trop. Et c'est pas tout. Les grandes compagnies du pétrole et de l'acier, Kennedy annule leurs privilèges, augmente leurs impôts, alors qu'il demande aux ouvriers d'avoir de plus en plus de syndicats, et il descend il abaisse les taux de taxes des ouvriers, des retraités, des jeunes, des défavorisés, etc. Kennedy, c'est vraiment même pas un social-démocrate, c'est presque un président gauchiste. Faut pas oublier que nous sommes en 63, le monde n'a pas encore subi ce fléchissement de mai 68, qui n'existe pas en concept même encore, et n'oublions pas que Kennedy dirige l'État le plus grand, le plus fort et le plus capitaliste, voire impérialiste presque, du monde, sinon avec des grandes forces conservatrices, et malgré tout ça, il est là pour protéger les Noirs, les ouvriers, les défavorisés, aux dépens des grandes sociétés, aux dépens d'Israël, etc. Conclusion, en plus il dit il le dit ouvertement, il dit, voilà, une de ses phrases célèbres, c'est quand il dit que n'oublions pas que les États-Unis ne sont que 6% du monde, de la population du monde, et qu'ils ne sont pas là pour imposer ils ne sont pas là pour imposer tous les rights and wrongs des Américains au monde entier. C'est pas eux qui vont décider tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. Et il dit que chaque solution du monde, non, chaque problème du monde ne peut pas avoir une solution américaine. Exemple, le Vietnam. Quand il parle de la guerre au Vietnam, il dit la guerre entre le Vietnam du Nord et du Sud, c'est leur guerre, c'est pas notre guerre. Donc, c'est vraiment tout ce que Kennedy fait, et même tout ce qui parle internationalement, c'est le contraire de l'Amérique impérialiste qu'on connaît de nos jours. C'est pas l'Amérique qui va s'immiscer dans les affaires du monde, dans le Moyen-Orient, dans l'Amérique du Sud, dans le pétrole, dans les ressources, des différentes ressources naturelles de la Terre, de l'énergie. Non, cette Amérique veut réussir son coup en envoyant des Peace Corps, en envoyant des délégués de cœur. L'Amérique va exporter son style de vie ou va exporter son commercialisme ou sa technologie, mais pas par la force, pas par les guerres, pas par les armes. Kennedy est pour la paix. Et évidemment, avec tout ce qu'on a cité, vous avez déjà compris qui veut se débarrasser de lui. Tout ce qu'on vient de parler, toutes ces grandes corporations, ces soi-disant grandes forces pour la sécurité américaine, Pentagone, CIA, FBI et les forces capitalistes, chacun voit son intérêt pour se débarrasser de Kennedy. Et une fois que ce consortium est venu à un consensus, une espèce de consensus pour se débarrasser de Kennedy, après ça devient une affaire technique, à savoir qui va tirer le coup de feu. Est-ce que ça va être deux personnes? Est-ce que ça va être deux personnes sur le Texas School Book Depository? Est-ce que ça va être deux personnes derrière le Grassy Knoll? Qui va donner le signal? Est-ce que ça va être donné en walkie-talkie ou ça va être donné avec une espèce de parapluie? Bon, tout ça, ça devient des détails techniques. Ce qui est pourtant sûr, c'est qu'ils ne vont pas marquer et ils ne vont pas manquer leurs victimes. Ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Parce que s'ils le ratent, après, ils savent que Kennedy sera de plus en plus protégé et après, peut-être qu'ils ne réussiront pas à se débarrasser de lui. Donc, le coup
doit être fait d'un coup et doit être réussi du premier coup. Alors, mesdemoiselles, s'il vous plaît, on va vous demander ici, EQ, s'il vous plaît, et Madame, asseyez-vous. Voilà. EQ et Connolly, et Maltem et Kennedy. Voilà. Donc Kennedy avec des cheveux plus longs, d'accord. Alors ici, ils sont sur la voiture et ils viennent de passer le Texas School Book Depository. Ils sont sur Elm Street, alors que le Grassy Knoll est là. Disons que le Grassy Knoll est par là. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'Amérique, même encore aujourd'hui, dans le musée qui s'appelle Sixth Floor Museum à Dallas, le bâtiment dans le Texas School Book Depository, au rez-de-chaussée, 6e étage et 7e étage. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils disent que non, il y a eu seulement 3 coups et c'est Oswald qui a tué, et seulement Oswald. Oui, il y a les autres rumeurs, mais rien n'est prouvé, on ne sait pas. Et en plus, il est interdit de vendre, ou disons qu'il n'est pas interdit, mais il n'y a aucun livre qui est vendu qui dit que c'était ce qui s'est passé ce jour-là était un grand complot et que Kennedy est mort à cause de ce complot. Donc il n'y a aucun livre et aucune vidéo vendue de cette manière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils disent qu'il y a trois coups tirés. Il y a 3 coups tirés. Donc ici, on va voir si cette affaire de 3 coups correspond à ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi 3 coups? Entre le premier son de fusil et le dernier, il y a à peu près 7 secondes. 6 pour les uns, 8 pour certains comme moi qui disent que d'abord, il y a un coup de fusil qui a sonné qui fait que Kennedy s'est retourné pour voir qu'est-ce que c'est que ça. Et c'est seulement après qu'il a été touché par une balle ici à la gorge. Laissons ces détails. Le manière Carcano, sans même passer de temps pour miser sur la victime, ne peut bouger qu'en 2,3 secondes pour tirer un coup. Et même le Warren Commission accepte qu'il n'y a eu que 3 coups. Alors, voyons voir si cette affaire de 3 coups correspond à la réalité vécue. Ici, par le Texas School Book Depository qui est là, on sait qu'une balle tirée par là a manqué la voiture, est allée jusque là, au fond, sous le Triple Underpass, sous le pont. Et vous vous rappelez que je vous avais parlé de James Stagg qui était là. Et après, il y a une balle qui a rebondi sur le trottoir et qui a fait une égratignure sur la joue de James Stagg. Combien de balles, d'après la théorie de Warren Commission, il reste 2 balles. Il y a une balle qui a détruit le crâne de Kennedy et qui l'a tué. Ça, on le sait à 100%. Personne ne dit le contraire, d'ailleurs on le voit dans le film de Zapruder. Donc qu'est-ce qui manque? Il nous reste une seule balle. Donc cette dernière balle doit avoir fait tous les dégâts dans Kennedy et dans Connolly en rentrant par ici. Ils disent pour le Warren Commission que la balle est rentrée par ici. Normalement, une balle qui rentre d'ici, elle sort par où? Sortirait d'ici. Sortirait d'ici. Et non, eux ils disent que la balle est rentrée là, qu'elle a fini par ressortir de la gorge. Après, la balle s'est reposée un peu dans son vol, a viré vers la... Donc la voiture vient de dépasser le Texas School Book Depository, elle est venue là, et le Grassy Knoll est là. Voilà. Donc ici, nous avons M. Kennedy et M. Connolly. Vous vous rappelez que j'ai 2,3 secondes, c'est le temps qu'il faut
pour chaque fois tirer avec le Mannlicher Canon. Donc, entre la première balle et la dernière balle, à peu près 7 secondes, d'après moi 8 et au moins 6, on peut tirer que 3 coups. Et c'est d'ailleurs ce que la Warren Commission aussi accepte. Donc regardons si les 3 coups de feu tirés par derrière correspondent à la théorie du Warren Commission, comment ça correspond à la réalité vécue. Donc la première balle rate est tirée par le Texas School of Depository, et disons que cette première balle rate la voiture et touche James Stay, qu'on avait vu qui attend sous le pont. La balle rebondit du trottoir et fait une égratignure sur la joue droite de James Stay. Et on avait 3 balles, on a utilisé une balle qui est allée sur James Stay, et il y avait un flic à côté de James Stay, donc il a vu ce qui s'est passé, personne ne peut dire le contraire, c'est un témoin officiel. Donc une balle a été déjà utilisée, il nous manque 2 balles. Une balle a détruit la tête de Kennedy en venant, que ce soit par l'école ou que ce soit par le Grassy Knoll, excusez-moi, on s'en fout. Bon, là on dit que d'après la Warren Commission, une balle a détruit la tête de Kennedy, ça on le sait. On analyse là leur théorie. Combien de balles on a utilisé? 2. James Stay et la balle qui a détruit le crâne de Kennedy. Donc, il nous reste une seule balle, la balle intermédiaire, qui est obligée d'avoir fait tous les autres dégâts dans Kennedy et dans Connolly. Voyons voir si c'est possible. Donc, cette balle, tirée par le 6e étage, rentre ici, sur le dos de Kennedy. Une balle qui rentre du 6e étage sur le dos, en haut, ici, de Kennedy, sortirait par où? Sortirait par, à peu près, ici, n'est-ce pas? Après, Connolly a toujours dit non, j'ai été touché par une autre balle, après Kennedy. Disons qu'il se trompe, alors cette balle dévie un peu vers la droite. Bon, il y a d'autres théories, voilà, les strapontins sont soi-disant un peu plus à droite. Disons qu'ils sont sur le même axe. Rentre par ici, notre balle continue, rentre par ici, sort un peu en bas, sur la 5e côte, vient ici, détruit le poignet, passe au milieu du poignet, détruit ici l'os, et rebondit vers la gauche et termine son trajectoire ici. Ce qui fait 7 blessures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, si vous arrivez à croire à cette théorie développée par Arlen Specter, membre du Warren Commission, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez croire à toutes les fables qu'il vous faut. Pourquoi ils insistent tellement qu'il n'y a eu que ces 3 coups? Et pourquoi ils essaient de même croire à des histoires aussi, excusez-moi, débiles que celui qu'on vient de raconter, que ce que Jim Garrison a décrit en 67 en disant, voilà, c'est la balle magique, the magic bullet. Pourquoi les Américains se forcent encore, même en 2014, à croire ce genre d'histoire farfelue? Parce que du moment que vous dites qu'il y a même une balle de trop, 4 balles, ça veut dire qu'il y avait 2 armes. Ça veut dire qu'il y avait 2 tireurs, ça veut dire qu'il y avait un complot, ça veut dire qu'il y avait un attentat, ça veut dire que le président américain a été exécuté devant son peuple. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la fin du rêve américain, c'est la fin du American Dream.
Et c'est ça qui fait que ça devient insupportable. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en 2014, en 2013, ils font leur maximum, leur grand possible pour encore dire oui, la commission Warren avait raison et toutes les autres théories, rien n'a été prouvé, etc. Tout ça, ça reste des hypothèses qui traînent à droite, à gauche. Voilà. Pourquoi? Pour protéger le rêve américain. Ils ne veulent pas se transformer dans un État qui a accepté de se débarrasser avec ce grand consensus des grandes pôles de force américains qu'on vient de citer, qui s'est débarrassé de leur président le plus aimé, Kennedy, en faisant un complot pour le liquider, un assassinat qui a été l'assassinat le plus parlé du XXe siècle. Ils ne peuvent pas accepter que ce soit eux qui aient exécuté leur président et non un petit fou communiste, le petit Oswald, comme ils ont forcé le monde à le croire. Comme moi je le dis, Oswald, sûrement il était dans le coup, parce que sinon il ne serait pas juste au deuxième étage en train de boire un Coca-Cola, alors pour un homme tellement politique, le président qui visite Dallas, évidemment qu'il allait le regarder. Après qu'il a appris la mort de Kennedy, normalement il serait parti sur le Grassy Knoll ou dans la rue sur Elm Street pour voir ce qui s'est passé. Non, Oswald a voulu tout de suite prendre le bus et un taxi pour aller chez lui, pour prendre un revolver, pour entrer dans un film à n'importe quel moment, pour lutter contre les flics qui veulent l'arrêter, etc., etc., etc. Oswald, c'est pas un innocent. Il était dans le coup. Par contre, c'était pas le seul tireur. Il a peut-être même pas tiré, comme j'ai dit tout à l'heure, il a peut-être amené le fusil au tireur du 6e étage pour après aller attendre un peu sceptiquement sur tout ce qui allait arriver au 2e étage. Mais en tout cas, Oswald ne s'est pas du tout comporté comme un homme qui serait complètement innocent, pas du tout, loin de là. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait un complot, il y avait un consensus, on a parlé de qui ait pu faire ce complot, même si sur tous ces noms qu'on a cités, les grands capitales, disons le lobby juif, la CIA, la FBI, le Pentagone, la mafia, rajoutée avec la mafia qui détestait à la fin tous les deux de Kennedy, même quand on rajoute tout ça, disons que seulement 1 ou 2 ou 3 de ces différents pôles ont fait une combine pour se débarrasser de Kennedy. Même dans ce cas, tous les autres ont participé au cover-up pour que rien ne soit su. À peu près 300 personnes ont été liquidées, soi-disant, tous les noms qui ont eu des relations avec l'affaire Kennedy pour que la vérité ne soit pas révélée, à peu près 300 personnes ont disparu. C'est le livre de Penn Jones qui raconte tout ça. Il y a même un sénateur qui ne croyait pas du tout à cette histoire de balle magique, Hale Boggs, qui a pris l'avion pour Alaska. Il n'en est plus jamais descendu. Personne n'a pu trouver la trace de Hale Boggs. Je ne parle pas en disant qu'un vendeur de glace, ou je ne vous dis pas qu'un petit mannequin a disparu. Je parle d'un sénateur. C'est presque un demi-président en Amérique, un sénateur. Hale Boggs a disparu. On ne sait pas quel requin l'a mangé. Et on sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont été tuées, il y a plusieurs personnes qui ont disparu, il y a plusieurs personnes qui se sont suicidées, il y a plusieurs personnes qui sont mortes dans des accidents de voiture ou des accidents très bizarres. Et il y a plusieurs personnes qui ont eu des morts subites. On ne sait pas comment c'est arrivé. Le cœur qui s'arrête, le cerveau qui n'est plus là, pan, vous êtes parti. L'Amérique a utilisé même un complot encore plus grand pour couvrir l'affaire Kennedy, un complot encore plus grand que pour l'assassinat, que le complot de l'assassinat. D'après moi, il y a eu 6 balles tirées.
3 par le Texas School Book Depository et 3 par le Grassy Knoll. Je peux vous le dire à 90% près. Une balle donc a raté la voiture, est allée sous le pont aboutir à la joue de James Stagg après avoir rebondi sur le trottoir. Une balle est venue d'ici et d'aller directement sur la gorge de Kennedy à Parkland et Hospital. Ils disent ouvertement que ça c'était une rentrée. Troisième et quatrième balles tirées par derrière, peut-être avec des fusils différents, un ici et un là, on ne sait pas lequel a abouti, sont victimes d'abord. Troisième et quatrième balles par derrière tirées ici. Cinquième balle de Kennedy tirée ici, qui a fini par rentrer dans le poignet, sortir d'ici, et peut-être qu'il y a dévié à gauche. Et sixième balle encore tirée par là, mademoiselle, merci, qui a détruit le crâne de Kennedy. Voilà, 6 balles. Et s'il y a eu une autre balle qui a raté la voiture, parce que peut-être James Stagg dit qu'il pense avoir entendu des coups de balle avant que son joue soit heurté par la balle, dans ce cas, il y aurait 7 balles. Tout ça pour vous dire qu'on est loin de 4 et qu'on est presque sûr qu'il y a au moins 2 personnes qui ont tiré et que donc il s'agit d'un complot. Par exemple, le docteur Cyril Vecht, qui analyse la balle magique, et il utilise une phrase intéressante. Il dit voilà, le rapport de la commission Warren dans toutes les bibliothèques aux États-Unis, ça doit être repris de l'étagère où il se retrouve auprès des faits historiques et documentaires pour être placé dans la rubrique fiction à côté des histoires comme Huckleberry Finn et Piège de Gulliver, parce que c'est aussi fiction et aussi surréaliste et aussi inventé par un esprit humain, que ça n'a aucun rapport avec une histoire véridique ou documentaire vécue, etc. Ça, c'est une belle phrase de Cyril Vecht, du docteur Cyril Vecht. Il y a tous les docteurs du Parkland Hospital qui ont reçu le corps de Kennedy, qui disent ouvertement que l'arrière de la tête était complètement ouvert après que, à cause du coup qu'il avait reçu par devant, toute la partie occipitale était partie et que le cérébrum avait coulé. Alors, autre chose, on sait que Madame Kennedy est allée chercher le morceau de crâne derrière sur le coffre du Lincoln limousine. Pourquoi? Parce que le crâne a éclaté vers l'arrière. La tête a été poussée, pardon mademoiselle, comme ça, vers l'arrière, et le crâne a fini par éclater vers derrière. C'est pourquoi Madame Kennedy est allée marcher et est allée prendre ce morceau de crâne pour essayer de l'amener à l'hôpital Parkland pour le donner au docteur Malcolm Perry ou au docteur Marion Jenkins ou Charles Carrico pour dire s'il vous plaît docteur, collez-moi ça. Elle savait plus ce qu'elle faisait, elle se rappelle même plus de l'acte qu'elle a fait. Voilà, dernière chose, le Badge Man. Une photo Polaroid prise par Marianne Moorman. Et ici, avec des reprises digitales qu'au fil des années, avec tous les progrès sur le plan photo et scientifique et digital, on finit par agrandir et par étudier cette portion et on finit par aboutir à cette image du Badgeman avec un policier, ses cheveux, ses yeux, le coup de feu, l'habit noir d'un policier, le badge de shérif et son numéro de police. On se rappelle que tous les gens qui avaient couru vers le Grassy Knoll après avoir entendu un bruit, on leur avait dit oui,
Vous n'avez pas le droit d'être ici et partez, barrez-vous. Qui avait dit ça? Un policier et un Secret Service badge. Un autre en civil qui avait montré sa carte d'identité de Secret Service. Alors, quel est l'habit préféré? Quel serait peut-être l'habit préféré d'un policier, disons d'un tueur qui va tirer sur un président? Évidemment, c'est un vêtement de policier. Parce que comme ça, il peut se barrer facilement, il peut justifier le fusil ou un revolver qu'il aura dans la main, et personne n'interviendrait sur son chemin alors qu'il prend sa fuite calmement. Donc moi je ne vous dis pas que 100% ça c'est bien la photo du tueur, que voilà c'est une preuve, je ne vous dis pas ça, je regarde ça sceptiquement. Peut-être qu'on se comporte un peu d'une manière parano en disant voilà on regarde les nuages et on voit le portrait de Kennedy ou d'Atatürk ou de Gaulle et on a l'impression, peut-être que ce n'est que ça. Et par contre, j'arrive pas à rester indifférent. D'après moi, peut-être 51%, ce serait l'image vraiment du tireur qui a tiré du Grassy Knoll vers le président. Et peut-être c'est à cause de ça que quelques secondes plus tard, quand les gens ont couru vers le Grassy Knoll, et ils ont fini par avoir ce flic et ce Secret Service agent qui les a envoyés se balader en refusant leur entrée sur la scène. Quoi d'autre? Voilà. Quand la voiture a tourné sur Elm Street, en passant devant Texas School Book Depository, alors que Nellie Connolly, on a vu, s'est retournée à droite pour parler à John, à Jack, pour ses intimes, pour dire « Mr. President, you can't say that Dallas doesn't love you. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas maintenant dire que Dallas ne vous aime plus. » Juste un peu après, quelques secondes après cette conversation, la voiture a tourné sur Elm Street et Jackie Kennedy a vu le pont, le triple underpass qu'il attendait à peu près à 150 mètres à la fin de Elm Street. Elle voit ça et elle pense, it will be so cool in that tunnel, parce qu'il faisait très chaud à Dallas, donc elle dit, oh, comme il va être, ça va être très frais en passant dans ce tunnel, ça va être bien. Malheureusement, elle est passée dans ce tunnel avec le crâne de l'homme qu'elle aime et avec qui elle partageait un peu le pouvoir aux États-Unis, avec son crâne dans la main. Voilà, la vie est très imprévisible et la vie est parfois très dure et atroce. Continuons. Voilà. Continuons. Ici, nous avons les secrets. Nous avons les secrets avec le coffre du Warren Commission et le coffre du House Select Committee on Assassinations. La Warren Commission, avec toutes les pressions, certains des secrets vont être révélés en 2017, parmi ceux qui restent à révéler, et d'autres vont être révélés 75 ans après 64, donc en 2039, alors qu'il y a eu une autre recherche par le House Select Committee, la maison des représentatives. Ça, c'est une investigation poursuivie entre 76 et 78. Et eux, ça va être bloqué pendant 50 ans jusqu'en 2029. 2029, bon, c'est pas demain, mais disons que pour ma génération encore, c'est faisable. Donc pour 2029, on verra s'ils ont d'autres à révéler. En tout cas, en attendant, si vous n'avez pas la patience, vous pouvez essayer de tout casser et d'atteindre les secrets de l'attentat Kennedy qui sont dans ces coffres. Voilà. Je vous remercie de votre temps et d'avoir visité mon expo JFK. 8 secondes qui ont changé le monde. Pourquoi 8 secondes qui ont changé le monde? Parce que justement, après la mort de Kennedy, tout de suite après, comme vous vous rappelez bien, la guerre du Vietnam a escaladé d'une manière
incroyable. Après, il y a eu toutes les interventions des États-Unis en Amérique du Sud, en Amérique centrale et maintenant au Moyen-Orient, au Proche-Orient, que ce soit par une guerre qui tue 1 million de personnes en Irak, ou que ce soit comme des coups cachés qu'ils ont diplomatiquement menés, comme un peu ce qu'on a vécu en Turquie avec la montée de l'islam anti-laïque dans le pouvoir, etc. Tout ça, ça reste une grande déviation des politiques de Kennedy, et le monde a malheureusement basculé sur une voie très un peu dure à supporter pour notre vieille terre. Depuis cet assassinat, on aurait pu avoir une vie bien plus différente, une histoire bien plus différente, si peut-être Kennedy était resté encore 4-5 ans au pouvoir, et si peut-être après, son pouvoir avait été repris dans les mains de son frère, peut-être pour encore 1 ou 2 termes. Peut-être que le monde aurait vu des rapprochements droite-gauche et aurait vu la liquidation de la guerre froide bien avant 89. Merci pour votre temps, à bientôt.